Chers téléspectateurs Tandem TV, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour un numéro spécial d'Entre nous soit dit que j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter avec notre guide Tandem TV. J'ai nommé mon ami Jérôme Haas. Bonjour Jérôme. Bonjour Galit. Comment vas-tu? Écoute, super, très heureux de te retrouver pour cette rentrée à l'approche des élections. Et oui, à l'approche de ces 5e élections en 3 ans et demi. Alors, on va se poser, on va essayer en tout cas de répondre et d'amener des éléments de réponse à des questions qu'on se pose un petit peu tous, les francophones ou en tout cas les Olim, plus peut-être que les autres. Alors, ces questions, c'est pourquoi et comment on en est arrivé à voter pour la 5e fois en 3 ans et demi. Est-ce que ce pays est voué à l'instabilité politique? Est-ce qu'on est condamné à ça? Et puis, est-ce que, tout simplement, comment fonctionnent les élections? Comment fonctionne le système législatif? Des questions qu'on a reçues des téléspectateurs et internautes. On va essayer de balayer tout ce sujet. Voilà. Knesset et élections. Comment on vote? Quels sont les partis en course pour ces prochaines élections du 1er novembre? Autant de questions auxquelles on va humblement essayer d'apporter des éléments de réponse. Alors Jérôme, je te propose qu'on commence tout de suite par expliquer le rôle et le fonctionnement du Parlement israélien. La Knesset, ça, l'histoire, c'est ton domaine. Je te laisse la parole. On est parti. Alors, la Knesset, c'est le Parlement israélien qui a la particularité d'être une chambre monocamérale. C'est-à-dire que contrairement à la France, où on a un Parlement composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, en Israël, on a une seule chambre qui s'appelle la Knesset, composée de 120 députés. Alors, pourquoi, Jérôme, est-ce que on appelle le Parlement israélien la Knesset? Alors, en fait, la Knesset, de même que le nombre de... La Knesset, ça signifie l'Assemblée. Et le nombre 220, le terme Knesset et le chiffre 120 sont un symbole et ont été choisis parce que c'était comme ça qu'on appelait la Grande Assemblée qui se réunissait entre le début de la période du Deuxième Temple et l'arrivée de la période hellénistique, on va dire avec Alexandre le Grand en moins 333. Cette Grande Assemblée qui réunissait des scribes, qui réunissait différents sages de l'époque, on lui doit énormément, notamment la canonisation de la Torah, la fixation du texte juif, la fête de Purim, des prières, des rituels, des bénédictions. Donc c'était quelque chose de très important. Il y avait une volonté de se rappeler de cette Knesset Agdola pour faire la Knesset. Et donc on a appelé ça la Knesset. Elle se situe à Jérusalem. Où ça exactement? Est-ce que l'emplacement actuel a été celui... ou là où elle se trouve actuellement, est-ce que c'est là qu'elle s'est toujours trouvée? Alors non, elle a été fondée en 49, au départ à Tel Aviv, et puis très rapidement, elle est arrivée à Jérusalem. Elle s'est déplacée à plusieurs endroits, et depuis 1966, elle est située à Givat-Ram. Givat-Ram, on est à l'ouest de Jérusalem, à proximité de l'université de Jérusalem Givat-Ram, du musée d'Israël, juste derrière la Cour suprême. Ce coin de Jérusalem a été choisi parce qu'on est avant la guerre des 6 jours et donc il fallait s'éloigner de la ligne de front au cas où une guerre éclaterait. C'est pour ça qu'on a les ministères et les grandes institutions qui sont dans cette partie-là de Jérusalem. Et le bâtiment de la Knesset tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un bâtiment gigantesque. On dirait presque un temple grec. Ouais. Alors ça a fait beaucoup parler quand ils l'ont construit parce que les Grecs polythéistes, c'était pas forcément l'image qu'on voulait donner à notre Parlement, mais il fallait y voir au contraire un hommage à la démocratie. Bâtiment magnifique, on peut y voir des mosaïques et des tapisseries de Marc Chagall, une copie de la Déclaration d'indépendance. Il y a des très belles visites qu'on peut faire. Et juste à l'extérieur de la Knesset, on a une menorah extraordinaire, une œuvre d'art qui fait 5 tonnes, 5 mètres de haut, 4 mètres de large. Et à travers le socle et les 29 branches, on a des représentations de l'histoire biblique et moderne du peuple juif. Magnifique, toujours plein de références passionnantes que tu nous racontes. Alors, cette Knesset, ce Parlement israélien, quel est son rôle? Est-ce
est-ce qu'on peut le comparer au rôle du Parlement français? On peut complètement le comparer au rôle du Parlement français avec des plus. Donc, c'est le cœur du pouvoir législatif. C'est là que les lois sont votées. On vote les lois, on vote le budget, et il y a deux grandes élections. L'élection du président d'Israël, contrairement à la France où on a un suffrage universel direct. En Israël, ce sont les députés qui votent pour le président, et c'est plus un hommage. Quelqu'un qui a donné beaucoup de temps ou sa vie politique pour Israël, on lui rend hommage en l'élisant président. Et le contrôleur de l'État, qui a également un rôle très important, notamment sur le pouvoir exécutif. Et il est voté par le Parlement lui aussi. Oui, il est élu par il est élu par le Parlement. Ensuite, le président de la Knesset, il a un rôle très important de s'assurer du respect des institutions, du fonctionnement du système législatif. Démocratique. Entre Démocratique. l'opposition et la majorité. Et la coalition, etc. et tout ce qui peut en découdre. C'est quelqu'un qui a un rôle très important. Quand le président d'Israël est à l'étranger, c'est lui qui assume ses fonctions. Et il faut savoir on honore les présidents et les premiers ministres en les enterrant traditionnellement au mont Herzl. Ah oui. Alors, à part quelques-uns qui, pour des raisons personnelles, Begin, il est enterré sur le mont des Oliviers parce qu'il voulait être à côté des combattants de l'Irgun. Ariel Sharon, il est dans sa ferme dans le désert. Évidemment, Ben Gurion est à côté de son kibboutz à Sde-Boker, mais on va dire que globalement, les présidents, les premiers ministres sont honorés en étant enterrés au mont Herzl, et c'est également le cas pour le président de la Knesset. Alors, tu as dit qu'à la Knesset, donc le Parlement, on y vote les lois, c'est même son but, en tout cas son rôle, un de ses rôles principaux. Comment les lois israéliennes sont-elles votées? Alors, un peu compliqué. Les lois israéliennes sont votées avec 3 ou 4 votes. Déjà, c'est la première chose. Il faut savoir si la loi, elle émane d'un député ou du gouvernement, ou si elle émane d'un groupe de réflexion. Ou d'une commission. Ou d'une commission. Voilà. Si c'est un groupe de réflexion, on va dire que globalement, il y a 4 votes. Il y a un vote préliminaire et ensuite les 3 autres votes qui vont être communs à une loi présentée par le gouvernement, par une commission parlementaire, par un député. Il y a d'abord un vote en plénière pour estimer si globalement le sujet de la loi mérite qu'on y fasse une loi ou pas. Première lecture. Première lecture. Derrière, si c'est approuvé, on passe en commission. D'accord. Commission avec, évidemment, pour que ce soit très démocratique, et des représentants de la majorité de la coalition et des représentants de l'opposition qui vont discuter pour émettre un texte de loi. Le texte de loi va être de nouveau voté en plénière et s'il est approuvé, il y a une dernière lecture, un peu comme les amendements en France, pour finaliser la mise en pratique de cette loi. Donc c'est un système assez lourd, très démocratique, encore une fois, c'est quelque chose de très important dans notre système, qui le complexifie, mais au moins, les choses sont faites de manière très carrée. Galit, deuxième partie, on va rentrer dans le détail sur le fonctionnement des élections israéliennes. On dit que c'est un système de proportionnel intégral. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, la proportionnelle intégrale, c'est contrairement à la France où les élections législatives et présidentielles sont basées sur un système à 2 tours, un vote à 2 tours. En Israël, il n'y en a qu'un seul. Donc c'est un vote à un seul tour. Le système de la proportionnelle, il est très simple. C'est un parti, une liste obtient 10% des voix, il y a 120 députés, eh bien, elle aura 12 sièges, 12 députés, elle sera représentée par 12 députés à la Knesset. Donc sur le principe, c'est très simple. Sur le principe, c'est parfait, mais on vient complexifier. On vient complexifier un tout petit peu ça en mettant des règles, en y rajoutant des règles. Une des règles principales, c'est le seuil d'éligibilité, Jérôme. Donc le seuil d'éligibilité est fixé à 3,25% des voix, des suffrages. Un parti qui ne va pas recueillir ces 3,25% des voix n'aura aucun député à la Knesset. Ça veut dire tout simplement que si quelqu'un vote pour ce qu'on appelle, et il y en a beaucoup en Israël, un petit parti, eh bien, si ce parti n'atteint pas le seuil d'éligibilité, sa voix, la voix des électeurs qui ont voté pour ce parti, eh bien, elles seront perdues, elles sont un peu gâchées. Ça ne permettra pas d'avoir un représentant à la Knesset. C'est ce qui peut expliquer, parce qu'à chaque élection, il y a 30, 35, 40 partis qui se présentent, qu'au final, on en a une quinzaine de représentés, parce que tous les autres sont éliminés, parce qu'ils n'atteignent pas ce seuil de 3,25. Exactement. Okay. À la Knesset, actuellement, il n'y a que 16 partis représentés, alors qu'il y a eu, comme tu le dis, presque une trentaine, je pense, de partis qui se sont présentés.
Alors, autre règle importante avec cette proportionnelle intégrale et avec ces 3,25% de seuil d'éligibilité, c'est le partage des votes excédentaires. C'est-à-dire que alors je recommence. Autre règle importante, c'est la règle du partage des votes excédentaires. Alors cette règle, elle est largement utilisée lors des élections et elle offre la possibilité aux partis de s'assurer que les voix supplémentaires qu'ils auront et qui ne permettront pas d'avoir un député. Voilà, et qui ne permettront pas d'avoir un mandat, de compléter un mandat entier, soit reversé, par exemple, à un autre parti avec lequel il y aura eu un accord préalable. Alors, bien sûr, il faut que les deux partis qui ont signé un accord dépassent les deux le seuil d'éligibilité, mais en revanche, elles ne sont pas, elles peuvent être complètement opposées idéologiquement, et il y en a une qui peut être d'extrême gauche, l'autre d'extrême droite. Alors, idéologiquement, très complexe. Ça veut dire qu'on peut avoir un parti très à droite, un parti très à gauche, qui font cet accord en disant si moi, par exemple, mes voix me permettent d'avoir 3,25 députés, j'aurai 3 députés et je te donne les 0,25. 4,25 parce qu'il faut dépasser le seuil d'éligibilité. De Donc, disons que par exemple, moi, mon parti a obtenu 5,25 députés, ton parti a obtenu 4,75 députés. Eh bien, je te donne mon 0,25 pour que tu puisses en avoir un de plus et vice-versa si c'est dans l'autre sens. Ça, c'est complètement impensable dans un esprit français. C'est impensable, mais c'est finalement très démocratique. Je trouve que c'est très démocratique parce que effectivement, il n'y a pas de vote inutile, on va dire. Chaque voix compte dans ce système. Chaque voix compte. Alors, pareil, il y a un point qui est très différent. En France, on vote pour un candidat. Est-ce que c'est pareil en Israël ? Alors, en France, effectivement, on vote au suffrage universel direct pour des candidats. Ce n'est pas le cas du tout en Israël. En Israël, chaque parti va établir une liste avec une tête de liste et les électeurs vont voter pour la liste, pour un parti. Donc, ça veut dire concrètement qu'il y a 120 sièges à la Knesset. Ça veut dire que chaque parti peut établir une liste potentielle de 120 députés et c'est là où ça devient intéressant et c'est pour ça qu'il y a en Israël beaucoup de petits arrangements entre amis parce que il faut que chaque candidat essaye d'obtenir une place le plus haut possible dans la liste pour avoir le plus de chances possible d'être élu. Alors justement, j'ai Martine de Natania qui me posait une question. Qu'est-ce que ça change pour un député d'un parti politique, disons moyen, d'être 5e, 10e ou 50e sur la liste de son parti? Alors c'est très important parce que disons qu'un parti obtient 10% des voix. Il n'y a que les 12 premiers députés qui seront il n'y a que les 12 premiers de la liste qui seront élus députés. Qui seront députés. Exactement. D'accord. Alors je n'ai encore jamais vu de liste comprenant 120 noms, mais potentiellement effectivement c'est possible. Maintenant, effectivement, alors les petits partis c'est important parce que dans les petits partis qui ne peuvent avoir que 4 ou 5 députés, si on est numéro 6 ou 7, on n'a aucune chance alors que c'est quand même. Et puis ça veut dire qu'on n'a aucune chance, mais concrètement, ça veut dire qu'il faut être sur les 3-4 premiers pour espérer. Si on fait partie d'un petit parti, et il y a beaucoup de petits partis. Si on appartient à un petit parti, oui, par exemple aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure, mais le Parti travailliste qui est un des partis historique qui a créé véritablement, vraiment qui est à l'origine de l'État d'Israël, Avoda, l'ancien Mapai, le parti de David Ben Gurion, aujourd'hui ne fait plus que 5-6 sièges, n'obtient plus que 5 ou 6 sièges à la Knesset. Donc effectivement, dans ce parti-là, si on est 8e, 9e, on n'a quasiment plus aucune chance d'être élu. Alors, j'ai eu une autre question de Sophie de Ranana qui nous disait très compliqué quand on fait les votes lors des élections, c'est pas le nom du parti qu'on retrouve sur le bulletin, c'est une lettre ou une initiale. Donc on se perd pas mal quand on arrive dans le bureau de vote. Alors elle me disait par exemple le Likoud c'est les 3 lettres Mem Chet Lamed. Avoda c'est Aleph Mem Tav.
Emmet. Emmet, voilà. Emmet et Mahal. C'est oui, quoi cette logique de pas mettre le nom du parti sur un bulletin? Tu as raison. Parfois la logique de ce procédé nous échappe à nous qui ne sommes pas hébraïsants de naissance, dont l'hébreu n'est pas la langue maternelle. Et effectivement, et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas véritablement de logique. Chacun veut essayer d'obtenir des lettres ou des initiales. Alors le parti du Likoud, qui est maintenant un vieux parti, donc tout le monde sait que c'est Mahal parce que ça fait des années que c'est la même chose et que ça change pas. Avoda, c'est pareil avec Emmet, mais tous les nouveaux partis essayent d'avoir des lettres, d'obtenir comme ça des lettres ou une série de lettres qui soient percutantes et qui veuillent dire quelque chose et qui puissent, dont les gens qui peut s'imprimer dans le cerveau. Mais c'est vrai que nous, Olim Khadashim, si on sait pas, il faut il faut préparer son vote et ses élections et avant d'aller de se rendre dans le bureau de vote. Et effectivement, alors chaque parti peut décider librement de ce qu'il veut qu'il soit inscrit sur son bulletin de vote. En revanche, c'est quelque chose que la commission électorale doit approuver. Et là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est que les autres partis peuvent s'opposer à certaines lettres. C'est déjà arrivé qu'un nouveau parti qui se crée parce que, par exemple, disons que c'est plusieurs partis qui ont fusionné, comme la liste arabe unifiée, par exemple. Donc, ils décident d'un bulletin, ils le soumettent à la commission électorale et un autre parti peut venir dire objection pour telle ou telle raison et la commission tranche si oui ou non. Ok, donc là, on a compris le système de vote, on fait les élections. Ouais, donc disons à nos téléspectateurs, avant d'aller voter le 1er novembre quand même, faites vos devoirs et préparez pour savoir exactement quel bulletin en fonction vous du souhaitez parti, mettre. En fonction du parti quelle que vous lettre choisissez. correspond au parti que vous choisissez. Donc 1er novembre, on aura un vote. Quelques jours plus tard, un résultat d'élection. Maintenant, pour qu'un gouvernement existe, il faut qu'il puisse avoir une majorité à la Knesset. 120 députés, majorité, ça veut dire 61. Ouais. Or, historiquement, on n'a jamais eu un parti qui avait 61 députés. Eh oui. Donc, ça va amener le système des coalitions. Des coalitions, et c'est là qu'intervient en fait le président au lendemain des élections. Le président d'Israël, ça c'est une de ses prérogatives, au lendemain des élections, consulte les chefs de chaque parti qui vont venir recommander une personne pour former le gouvernement. Alors, le président va donc consulter, puis ensuite désigner la personne qui a été en général le plus recommandée, et cette personne, ça va pas forcément être le parti qui a gagné les élections ou qui a obtenu le plus de voix. C'est très compliqué. Très concrètement, lendemain des élections, on a un parti qui va avoir le plus de députés que les autres, qui va avoir, mettons, 30 députés. C'est pas forcément au chef de ce parti que le président d'Israël va donner le mandat pour essayer de constituer une coalition. Exactement, parce que le président d'Israël va donc consulter chaque chef de parti qui va venir et qui va lui dire « Nous recommandons tel candidat pour former la prochaine coalition, tel candidat pour former la prochaine coalition. » Si le président constate qu'effectivement, le parti qui a eu le plus de voix, mais qui n'est pas majoritaire, comme tu l'as dit, qui n'a pas obtenu 61 sièges, mais qui en a obtenu une trentaine, par exemple, par rapport à aux recommandations qu'il a obtenues des autres partis, s'il voit que si personne veut s'allier avec lui, le président va même pas essayer de donner un mandat. Parce qu'il n'obtiendra jamais une majorité. Les 61 sièges. Donc le président va désigner donc un parti ou un chef de parti pour former cette coalition. Il a 8 semaines pour essayer de former cette coalition. Donc soit il y arrive et à ce moment-là, il vient dès que la coalition est formée, il vient trouver le président de l'État d'Israël et lui remet la liste des partis qui vont former sa coalition. Il a 61, ça très bien. Ou alors, comme on a pu le constater lors des dernières élections, de ces dernières séries d'élections, mars 2021 et même précédemment. Oui, celle d'avant. Par exemple, le Likoud a obtenu le plus grand nombre de voix. Il a obtenu aussi un certain nombre de recommandations. En tout cas, c'est lui qui en a obtenu le plus. Donc, le président Rivlin, à l'époque, avait confié à Benjamin Netanyahou le soin de former la coalition, sauf que
dans le délai qui lui était imparti, il n'était pas parvenu à former cette coalition, à réunir 61 députés. Ce qui fait que le président va ensuite se tourner vers le deuxième exactement, qui lui vers paraît... le deuxième Ok. parti, le plus grand parti. Donc là, c'était il y a un an, en mars 2021, le Likoud avait obtenu 33 ou 33 sièges, ou 31 ou 33, je ne me souviens plus. Puis Yesh Atid, 17. le parti de Yair Lapid, en avait obtenu 17. Donc Yair Lapid, lui, a réussi dans le temps qui lui était imparti à former une coalition plus ou moins majoritaire, puisque il avait fait une coalition très large. Il avait réuni donc les de Yamina, qui était donc se disait à la droite du Likoud, jusqu'aux Arabes de Raham et les frères musulmans, pour obtenir les 61 députés qui formeraient la coalition. Donc, il a réussi, grâce à ces accords de coalition, à former une coalition qui était très étroite et voilà, Alors, mais quand même majoritaire. Ce système de coalition, du coup, il va amener des partis importants avec de nombreux députés à devoir s'allier avec des petits partis. Et on critique souvent dans les médias le système électoral avec l'importance démesurée que peuvent avoir ces petits partis. Concrètement, comment ça fonctionne? Alors oui, ce sont les petits partis en Israël, ce sont finalement les faiseurs de rois, parce que ils vont avoir un pouvoir démesuré par rapport à leur représentation électorale, dans le sens où ils vont négocier pour compléter la coalition à 61, ils vont négocier des postes clés, des ministères, choses auxquelles ils n'auraient jamais dû pouvoir aspirer avec le peu de représentation qu'ils ont à la Knesset. Donc là, par exemple, on parle de partis qui vont avoir, 3, 4, 5 députés. 4 mandats minimum. 4 députés. 4 députés. Et qui vont avoir des exigences folles pour permettre une coalition. Ben oui, parce qu'une fois dans la coalition, ils peuvent faire un certain chantage, puisqu'ils ont le pouvoir, s'ils se retirent de la coalition, de faire tomber le gouvernement. Ils peuvent menacer, donc, et c'est vraiment légion, hein. Ils menacent, donc, ils peuvent menacer de quitter la coalition si une loi qu'ils désirent voir voter ne l'est pas, ou au contraire, une loi qu'ils ne veulent pas est finalement votée. Alors, c'est de cette manière que tombent en général la plupart des gouvernements. Rares, en tout cas, ces dernières années, rares sont les coalitions et les mandatures qui ont été au terme de leurs 4 ans, ce qui n'est déjà pas très long. Alors, aux dernières élections pour la 24e Knesset, qui ont eu lieu donc en mars 2021, comme tu le disais, 39 partis ont présenté des listes, 39, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et seulement 16 ont passé le seuil d'éligibilité de 3,25%. Okay. C'est-à-dire que 23 partis n'ont pas eu de représentants à la Knesset. Et le gouvernement de Bennett et Lapid, la coalition formée par Lapid et Bennett, n'était soutenue que par 9 des 16 partis. Alors, que 9, mais le fait est que cette coalition, tu t'en parlais, elle avait un spectre très très large, avec des partis de droite, des partis du centre, des partis de gauche, Raham, parti arabe islamiste. Est-ce qu'on peut pas dire qu'en vérité, mars 2021, la coalition, c'est une coalition anti-Bibi? Alors voilà, c'est ça c'était vraiment, on peut dire que cette coalition, c'était une coalition dont tous les partis avaient un point commun. Vraiment, ils ne voulaient pas voir Benjamin Netanyahou rester au pouvoir, reprendre le pouvoir. Ce qui n'est pas étonnant pour des partis de gauche comme Meretz ou même Avoda, bien que Avoda sous Amir Peretz avait participé à des coalitions, à une coalition avec Bibi à sa tête. Mais c'est plus étonnant pour un parti, comme je disais tout à l'heure, le parti de Naftali Bennett, Yamina, qui avait fait toute sa campagne en disant qu'il était à la droite du Likoud et qu'il était là pour renforcer le Likoud sur sa droite, et qui finalement a accepté d'être présent
dans une coalition avec les islamistes de Raham, avec Yair Lapid centre-gauche, mais en contrepartie de quelque chose de très important, puisque c'est le poste de Premier ministre pour Naftali Bennett, qui s'est retrouvé finalement Premier ministre, et c'était une première dans l'histoire dans la courte histoire de notre État, avec 6 mandats. 6 députés. 6 députés. Ça veut dire que Naftali Bennett, donc, 6 députés, exactement. Avec ce système de coalition. 6 députés, ça représente 5% des voix. Ouais. Donc voilà. Avec ce système de coalition et cette importance des petits partis, il a réussi à négocier le fait non seulement d'entrer au gouvernement, d'avoir, ça aussi c'est complètement inédit, enfin on peut pas imaginer en France un système de Premier ministre tournant, et c'est lui qui va commencer cette exactement. Cette alors l'ironie de la chose, c'est que il y a en juin, quand s'est formée la coalition avec Yair Lapid, Naftali Bennett, son argument phare, c'était qu'il voulait éviter absolument des 5e élections au pays qui allaient coûter une fortune, qui allaient maintenir l'instabilité politique dans laquelle se trouvait le pays depuis déjà quelques années déjà, depuis déjà 3 ans. Donc c'était son argument phare. Et donc il est devenu, lui, Premier ministre avec seulement 6 mandats, et cette coalition a quand même, malgré son caractère vraiment très large, a quand même tenu une année pleine et entière, mais de la même manière qu'il avait prétendu accepter et entrer dans la coalition pour éviter des 5e élections, c'est par lui que sont venues, c'est les 5e élections qu'on va avoir là le 1er novembre, puisque intenable, il a démissionné de son poste donc au mois de juin dernier, et donc fait tomber le gouvernement. Et là, on se retrouve actuellement jusqu'au 1er novembre prochain avec un gouvernement de transition, un Premier ministre, Yair Lapid, de transition. Et voilà, et donc là, on rentre dans la période, la période électorale en pleine campagne. La campagne va s'ouvrir dans les jours qui viennent. Donc ce système, 5e élection en 3 ans et demi, peut nous amener à nous demander à quoi sert le vote des électeurs entre le seuil de 3,25 qui fait qu'il y a 26 partis sur 39 qui n'ont pas passé. On se retrouve avec un Premier ministre que l'immense majorité des gens ne voulaient pas. Beaucoup de questions. Et oui, beaucoup de questions, et surtout, ça amène la question de savoir qui sont les électeurs israéliens. Comment est-ce qu'ils votent? Est-ce que on peut comparer, au vu de la coalition qu'on vient d'avoir nous, enfin en tout cas des coalitions qu'on a passées ces dernières années, est-ce que on peut comparer la droite et la gauche israélienne? Quelles sont ces différences? Et aussi, est-ce qu'on peut les comparer avec la droite et la gauche française? Est-ce qu'on peut comparer ces échiquiers politiques? Alors, beaucoup de questions, mais d'abord, on va revenir sur les électeurs, sur les citoyens israéliens. En Israël, aujourd'hui, on a à peu près 9,5 millions d'habitants. Sur ces 9,5 millions, on a 74% de juifs, 21% arabes israéliens, et 5% qui sont autres, qui sont ni dans les juifs, ni dans les arabes israéliens. C'est par exemple le cas des Druzes, qui sont classés de manière à part. En 2015, le président d'Israël, Rivlin, a fait un très grand discours sur lequel il parlait des enjeux pour le pays, avec notamment la division du pays en 4 tribus. C'est important parce que ces 4 tribus, elles vont représenter quelque part des électeurs et expliquer des votes. Les 4 tribus qu'on a en Israël, et qui représentent à peu près chacune un quart de la population, ça va être les arabes israéliens, les Haredim, et on va dire au milieu, on va avoir les traditionalistes ou les religieux nationalistes, ceux qu'on appelle les Massorti ou les Dati Leumi, et ensuite on a un quart qu'on va appeler les séculaires ou les laïcs, qui sont des juifs pas du tout religieux, dont une grande partie sont les juifs qui ont fait l'Aliyah ou les descendants des juifs qui ont fait l'Aliyah, notamment après l'explosion de l'URSS au début des années 90. Donc on a ce spectre qui va en partie expliquer le vote, mais ensuite il y a d'autres choses. Est-ce que le vote va s'expliquer par des juifs qui sont plutôt des juifs qui habitent des kibbutz ou des villes moyennes? Est-ce qu'un citoyen de Tel Aviv va voter de la même manière qu'un citoyen de Jérusalem? Division entre Ashkénazes et Séfarades, parce que non seulement
le monde, la société israélienne est divisée, mais même au sein du monde juif, on a encore cette division. Il y a ce qui s'appelle donc les villes, et puis il y a ce qu'ils appellent ici la périphérie. La périphérie. Et effectivement, on sait que sociologiquement, ce n'est pas les mêmes populations. Oui. Et on a la droite et la gauche. Alors la droite et la gauche, on a reçu plein de questions pour essayer d'expliquer c'est quoi la droite et la gauche israélienne, parce que pour un Français, si on veut simplifier, de manière traditionnelle, on va dire jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron qui a un peu brouillé les cartes, la droite est libérale, la gauche est sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite place en priorité la valeur de liberté, tandis que la gauche va placer en priorité la valeur d'égalité. Donc ça nous met un échiquier avec deux grands partis, et les électeurs se répartissent globalement sur ces deux partis. Et des différences en général plus économiques que nationalistes. Complètement. L'économie, c'est le cœur en France, en Europe, depuis le choc pétrolier, ça va faire 50 ans. L'économie, est-ce qu'on est sur de la relance? Est-ce qu'on est sur un État-providence? C'est globalement le spectre historique qu'on a en France. En Israël, c'est pas du tout comme ça. Déjà, t'en parlais, pendant presque 30 ans, entre 48 et 77, c'est le Parti travailliste qui est au pouvoir. Ouais. Donc c'est eux les fondateurs du pays qui restent au pouvoir pendant presque 30 ans. Il faut attendre 77 pour que Menachem Begin, président du Likoud, arrive enfin la droite qui est au pouvoir, la droite qu'on dit nationaliste, sauf que c'est lui qui va faire le premier accord de paix avec un pays arabe, avec l'Égypte. Donc on voit déjà que les cartes sont très brouillées ici, parce que les questions économiques vont pas être les questions historiques principales séparant la droite et la gauche. La gauche, elle était travailliste, même l'extrême gauche qui était travailliste, elle n'avait pas forcément toujours une vision sur la paix, sur les relations avec les Palestiniens telles qu'on pourrait l'imaginer. Et puis surtout d'un niveau économique, la gauche israélienne, elle peut très bien être libérale. C'est ça, c'est la particularité, c'est que la gauche est libérale. En vérité, on n'a pas l'équivalent de parti d'extrême gauche comme en France. En Israël, ça n'existe pas. Il n'y a pas un parti qui demanderait d'augmenter de 50% les impôts, de faire une taxe exceptionnelle, enfin des choses comme ça qui en France seraient vues comme de l'extrême gauche. Ici, c'est inimaginable. La gauche est libérale. Et la question historique qui sépare globalement la droite et la gauche ici, c'est pas la question économique, c'est la question de la paix, du rapport avec les Palestiniens. Et globalement, encore une fois en schématisant, la gauche est plutôt dans une idée d'avancer vers la paix, vers des bonnes relations, voire avec la création d'un État palestinien quitte à donner des terres. La droite est plutôt sur le fait de développer les implantations, de pas échanger de terres et de pas forcément avoir envie d'avancer vers la création d'un État palestinien. Ouais. Alors, ça s'explique aussi, toute cette différence entre la droite et la gauche française et israélienne, ça s'explique aussi par le climat géosécuritaire qu'on peut avoir ici en Israël, mais pas seulement, aussi par le nombre de petits partis, parce que des fois on a des partis qui vont représenter les retraités, on a des petits partis qui vont représenter les handicapés, c'est-à-dire que ça va être ça va être des niches en fait. Et donc ceux-là ne se situent forcément peut-être ni à droite ni à gauche, c'est juste des niches. Donc ça aussi, ça explique que l'échiquier est plus éclaté. Et puis maintenant, il y a des nouvelles questions qui apparaissaient moins dans les années précédentes à cause de la problématique sécuritaire. Une des grandes questions, c'est la place du religieux dans la vie israélienne. Est-ce qu'on veut Israël État juif ou un État pour les juifs? Et ça va impliquer énormément de choses. Là, on pose la question de l'utilisation du tramway à Tel Aviv le Shabbat. Question qui revient régulièrement sur la conscription des Haredim dans l'armée. Le mariage civil, tout ça, c'est des questions qui vont également diviser et on va au-delà de cette notion de droite-gauche, puisque là, effectivement, les cartes vont être largement brouillées, mais les communautés vont se retrouver également à travers ces différentes questions. Les questions économiques, elles ont été souvent en Israël mises de côté. Encore une fois, la question sécuritaire était la première préoccupation des Israéliens. Peut-être que là, on va avoir un changement. Parce que tout le monde se plaint de l'augmentation des prix, de l'immobilier qui a flambé, et on dit qu'en Israël, il y a 26% des Israéliens qui vivent dans la pauvreté, c'est-à-dire qui n'ont pas accès à l'essentiel de la nourriture, un logement, l'accès à l'éducation. Donc une nouvelle question,
économique, on l'espère, va peut-être se trouver au cœur de ces élections. Alors, on l'espère, et on espère aussi que le débat va s'élever un petit peu, qu'on va entendre parler des programmes des différents partis, et qu'on va sortir un petit peu de ce spectre-là de Bibi, pro-Bibi contre anti-Bibi, et que ça va, voilà, que le débat va s'élever un petit peu au-dessus de ça. Alors, on l'espère. Maintenant, Galit, justement, pour essayer d'expliquer à nos téléspectateurs tout le spectre des partis et des grandes figures qu'on a en Israël, est-ce que tu peux nous raconter qui sont aujourd'hui les acteurs majeurs de l'échiquier politique? Alors, bien sûr, différents partis, les principaux qui vont être en course là pour les élections du 1er novembre. Alors, bien sûr, il y a le Likoud, le premier parti d'Israël aujourd'hui. Le Likoud avec Bibi en chef de file. Alors, le Likoud, c'est le parti de la droite traditionnelle, la droite nationale, nationale libérale, tu disais tout à l'heure, c'est les héritiers de Jabotinsky. C'est un parti qui a été créé en 1973, comme tu le disais, par Menachem Begin, qui a remporté les élections pour la première fois en 1977, après 30 ans de règne de la gauche de Ben Gurion. Tu sais que, pour la petite histoire, Ben Gurion détestait Menachem Begin. À un moment, il a pensé à différents moyens carrément de le faire sortir de la Knesset. Ouais. Et quand ils étaient en session parlementaire, et qu'il voulait s'adresser à Menachem Begin, il ne l'appelait pas par son prénom. Il disait je parle au député assis à gauche de Monsieur Untel. Jamais il ne voulait prononcer. Il ne prononçait même pas son nom. Non. D'ailleurs, par la suite, Menachem Begin a été véritablement harcelé par le système, on va dire. Il a même pensé à abandonner parfois, mais il ne l'a jamais fait. Il est allé toujours au bout. En tout cas, en 77, le Likoud remporte donc les élections, met fin à 30 ans de domination de la gauche du Mapai. Le Likoud, c'est aussi le parti d'Ariel Sharon, figure emblématique du Likoud jusqu'à ce qu'il fonde en 2005 le parti Kadima, qui amènera à l'évacuation du Gush Katif. À la suite de la scission et de la création par Ariel Sharon de Kadima, le Likoud va connaître une sorte de traversée du désert. Ils vont plus avoir beaucoup de députés. Et ils reviennent sur le devant de la scène en 2009 avec Bibi qui a repris donc les rênes du parti, Netanyahou qui donc est élu au poste de Premier ministre. Le Likoud, ça représente aujourd'hui d'après les sondages pour les prochaines élections entre 33 et 35 députés. C'est un parti, un des seuls partis au fonctionnement très démocratique avec des primaires dans lesquels on élit donc les listes dont on a parlé tout à l'heure. Le chef du parti. Voilà, où chaque membre de la liste a véritablement fait campagne pour obtenir le plus de voix et selon le nombre de voix qu'il a obtenu pour être au plus haut dans la liste des 120. Exactement. Donc Likoud, parti de droite, libéral, nationaliste, Benjamin Netanyahou. Voilà. Et pour l'instant, il est accroché et il lâche pas le siège. Et c'est aussi le parti qui, dans les sondages, représente le plus de voix potentielles. Alors ensuite, on a le deuxième parti historique, le parti travailliste, le parti Avoda, héritier du Mapai de Ben Gurion. Depuis 2021, la tête de liste du parti, la chef du parti, c'est Merav Michaeli. C'est un parti sioniste, le parti Avoda, clairement. C'est un parti de gauche, social-démocrate, membre de l'Internationale socialiste. Donc voilà, on a notre parti, notre PS à nous. Voilà, j'allais dire, ça ressemble beaucoup au PS historique qu'on connaît en France. Exactement, exactement. Okay. Le parti travailliste a été fondé donc en 1900, donc Avoda, tel qu'il est actuellement, a été fondé en 1968. Donc jusqu'en 77, tous les premiers ministres étaient issus du parti travailliste, du mouvement travailliste. Et ça ne représente plus qu'entre 5 et 6 sièges. C'est-à-dire que dans les sondages pour les prochaines élections, ils sont à peine au-dessus la limite du seuil d'éligibilité. C'est aussi le deuxième parti le plus démocratique, puisqu'ils ont eu eux aussi des primaires au mois d'août, et Merav Michaeli donc a remporté la première place
dans ces primaires. Ensuite, on a le troisième parti aujourd'hui, c'est Yesh Atid, donc le parti de Yair Lapid. Alors, le parti de Yair Lapid, c'est un parti de centre-gauche, sioniste également, libéral, laïque, fondé donc par Yair Lapid en 2012 seulement. Donc là, vraiment, c'est tout récent. C'est tout récent et ce parti a 10 ans. C'est un parti qui est pour une solution à 2 États, qui est pour la fin des exemptions de conscription que tu disais, comme tu disais tout à l'heure, des Haredim. Donc Yesh Atid, dès sa création, fait une percée spectaculaire dans la vie politique israélienne. Yair Lapid, son fondateur, était connu puisqu'il c'était un journaliste célèbre à la télé. Lors des élections législatives de 2013, ils obtiennent 14% des voix et se retrouvent avec 19 sièges à la Knesset. C'est-à-dire, au bout d'un an d'existence. Exactement. Ouais, et c'est eux qui ont grignoté, en vérité, les voix du Parti travailliste qui donc s'est vu tomber, chuter à 5 ou 6 sièges. Donc là aussi, on le voit, on dit centre-gauche, mais il y a quand même une notion, un positionnement sur l'échiquier religieux, la place du religieux en Israël qui est important. Ah oui. Parce que même sioniste, mais quand même pour que les Haredim fassent l'armée. En fait, ils sont pour l'égalité pour tous les citoyens, donc en termes de devoirs et de droits. Et la solution à 2 États. Et la solution à 2 États, ça c'est plus controversé. Okay. Donc il s'impose donc en 2013 comme la deuxième force politique du pays. Et affaiblissent donc considérablement et durablement, comme on l'a dit, le Parti travailliste. Et là, c'est Yair Lapid qui règne en maître absolu, en monarque. On n'est plus sur le système On n'est plus sur un système démocratique. Okay. C'est un parti qui est dirigé par son chef Yair Lapid. Okay. Et la liste est fixée également par Yair Lapid et pas par un vote lors de primaires. Ok, on a un autre grand parti de gauche dont on entend pas mal parler, c'est Meretz. Meretz, oui, c'est pas un grand parti, c'est un parti de gauche, voire d'extrême gauche. Meretz a du mal là dans les sondages à passer le seuil d'éligibilité. Ils parlent d'ailleurs, ils aimeraient bien, en tout cas, on les pousse à gauche pour pas qu'il y ait de voix qui se perdent, comme on l'a dit tout à l'heure, s'ils ne passent pas les 3,25% des voix. On essaye de pousser le parti travailliste et Meretz à fusionner. On verra jusqu'au 15 septembre si oui ou non c'est le cas. Le Meretz est un parti de gauche, voire d'extrême gauche, on l'a dit, laïque, on l'a dit, socialiste aussi, lié au mouvement Hashomer Hatzair. Donc c'est un parti qui a été créé en 1992. C'est un peu nos écologistes à nous, ils ont des velléités comme ça, même s'il n'y a pas beaucoup de revendications écolo encore en Israël, de partis écologiques purs comme les Verts en France. Mais voilà, alors eux, ça c'est mon avis personnel, je pense que c'est un parti qui est ce qu'on appelle néo-sioniste ou post-sioniste, parce que ils sont pour gommer vraiment le caractère juif, l'identité juive de l'État d'Israël. Il plébiscite plutôt un pays pour tous ses citoyens, donc voilà, arabes, juifs, tout mélangé, pas de mariage civil, pas de mariage religieux, donc il plébiscite le mariage civil. Voilà, ce sont vraiment, c'est un parti qui prône une nouvelle sorte un changement radical qui pour moi nous amènerait vers le post-sionisme. Okay. Et puis on a les listes arabes. Donc on a la liste arabe unifiée, c'est une liste qui regroupe aujourd'hui 3 partis arabes. Hadash, qui est le parti communiste traditionnel israélien historique, donc qui regroupe des juifs et des arabes, donc des juifs d'extrême gauche communiste. On a le parti donc Hadash est représenté dans la liste par Ayman Odeh, qui est député actuellement. On a le parti Balad, c'est pareil, ce sont des antisionistes qui sont menés par Sami Abu Shradeh, on entend aussi pas mal parler de lui ces derniers temps. Et puis le parti Ta'al, pareil, parti antisioniste arabe, qui est lui mené par Ahmed Tibi, qu'on connaît tous pour ses déclarations très antisionistes et anti-Tsahal. Donc 3 partis antisionistes. Voilà.
qui existent et qui sont présents dans les médias, enfin quelque chose d'assez qui sont original. présents à la Knesset. Ils représentent aujourd'hui entre 8 et 9 députés, donc c'est quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Il y a le parti RAM dont on a beaucoup entendu parler cette dernière année, qui a fait partie de la coalition Bennett-Lapid. Le parti RAM est un parti qui faisait partie, qui était inclus également dans la liste unifiée arabe et qui aux élections de 2021 s'est séparé pour faire la course tout seul. Et puis il a bien fait puisqu'ils ont quand même passé à peine le seuil d'éligibilité. Ils ont obtenu 4 mandats. Donc Raham, ce sont les représentants des frères musulmans en Israël. C'est avec à sa tête Mansour Abbas. C'est un parti islamique, conservateur, religieux. C'est, comme je disais, la branche israélienne des frères musulmans. Et ils sont rentrés dans la coalition et dans le gouvernement. C'est typique, ils ont vraiment le comportement typique des frères musulmans qu'on peut constater partout où les frères musulmans essayent de s'installer. Ils essayent de changer les choses de l'intérieur. Ils ont clairement un double discours. Ils ont un discours, d'ailleurs c'est flagrant quand on entend leur chef Mansour Abbas faire des discours en hébreu ou faire des discours en arabe. Ce ne sont pas du tout les mêmes discours et ils ont quand même le soutien des Bédouins, grosse communauté dans le sud, dans le Negev. 000 personnes exactement, donc 3% quand même de la population. Ils ont été donc pragmatiques puisque eux ont décidé de courir seuls, de faire montre d'ouverture et d'essayer de coopérer, de montrer une volonté de coopération avec les Israéliens et les partis au pouvoir. Et puis ensuite, on a Israël Beitenu. Alors Israël Beitenu, c'est le parti d'Avigdor Lieberman. Donc Avigdor Lieberman, on parle aussi pas mal dans les médias. Dont on parle beaucoup, qui avait démissionné en 2019 d'un gouvernement et d'une coalition avec Netanyahou à sa tête. Il était à l'époque ministre de la Défense. Il a décidé de démissionner, a fait tomber la coalition, et c'est depuis qu'on est dans une errance politique d'élection en élection. Alors Avigdor Lieberman et Israël Beitenu. Alors Israël Beitenu, c'est un parti traditionnellement de droite, voire droite nationaliste et laïque. Lieberman faisait partie du Likoud, il l'a quitté dans les années 90, il a fondé ce parti avec comme base les Olim, avec cette arrivée massivement de l'ex-URSS. Donc c'est un parti clairement, on peut le dire, anti-religieux. Oui, c'est-à-dire plus que laïque, on est vraiment anti-religieux, c'est-à-dire que lui, il veut clairement avoir que tous les religieux puissent faire l'armée, ne plus leur verser de subventions particulières, etc. Dans les yeshivotes, toutes les subventions. Donc c'était un parti qui était considéré comme de droite, même de droite, faisant partie de la droite dure, et qui peut aujourd'hui, comme on l'a constaté aussi ces dernières années, faire alliance ou créer des alliances dans une coalition avec Meretz, l'extrême gauche, ou alors Raham, les Arabes. Donc voilà. C'est-à-dire que lui, il pourrait concrètement s'allier plus ou moins avec tout le monde sur l'échiquier. Plus ou moins avec tout le monde. Alors il faut savoir que Lieberman, traditionnellement, on le connaît aujourd'hui très très virulent contre les religieux, mais il y a quelques années, cette virulence était tournée vers les Arabes. Mais depuis qu'il est rentré dans cette coalition avec les Arabes, il a tempéré un petit peu son discours nationaliste et puis il met le paquet contre les religieux. Voilà, en fait, véritablement, ce que prône Lieberman, c'est le tout sauf Bibi, et il s'alliera avec tous ceux qui ne s'allieront pas avec Bibi. En 2009, quand même, Israël Beitenu avait atteint son apogée. On était à 15 députés, et alors qu'aujourd'hui, dans les sondages, ça tourne autour de 7. Et j'invite nos téléspectateurs aussi à suivre l'actualité parce qu'il y a en ce moment des scandales sous-jacents dont on parle beaucoup au sujet d'Avigdor Lieberman. Alors, autre question qu'on m'a posée sur une personne qui fait pas mal parler, Bezalel Smotrich, qu'on place très à droite, mais c'est qui? Et c'est quoi son parti? Bezalel Smotrich, aujourd'hui, il fait partie de la Tzionut Hadatit, donc le sionisme, le parti qui s'appelle le sionisme religieux. Initialement, il faisait partie avec
avec Naftali Bennett, avec Ayelet Shaked, ils faisaient tous partie d'un parti qui s'appelait le Foyer Juif, Habayit HaYehudi. Ce parti s'est un peu éclaté. Il a toujours une base, mais Bennett et Shaked étaient partis pour fonder plusieurs petites formations jusqu'à arriver à Yamina. Betzalel Smotrich a fondé donc la Tzionut Hadatit. La Tzionut Hadatit et Yamina avaient fusionné pour une des élections, ça avait pas trop marché. Et puis là, aux dernières élections de mars 2021, Betzalel Smotrich, alors il faut savoir que la Tzionut Hadatit, historiquement, c'est un parti qui avait été fondé par des anciens du Gush Katif. Avant, dans les années 90, avant que l'évacuation du Gush Katif, ils avaient déjà créé ce parti. C'est un parti qui prône l'annexion de la Judée-Samarie, bien sûr le Grand Israël sur tout le territoire, pas de 2 États pour 2 peuples, pas du tout. Et puis, aux élections de 2021, il a fait liste commune avec Itamar Ben-Gvir et son parti Otzma Yehudit, qui descend du Rav Kahana. Et ensemble, ils se sont un petit peu, il y a eu des petites, il y a eu on va dire des discussions, plus que des discussions. Il y a eu des négociations dures. Ils ont failli se séparer, et puis finalement, ils ont décidé aux prochaines élections de faire liste commune à nouveau. Et ils sont crédités quand même de 8 à 9 mandats. Donc ça aussi, c'est pas rien. Ils peuvent, dans une coalition de droite, peser fortement. Voilà. Alors, on n'en a pas parlé, mais tu viens de le souligner. À chaque élection, il y a des nouvelles créations de partis. C'est ça aussi qui rend peut-être pour les francophones le système politique compliqué. C'est qu'à chaque fois, on entend des nouveaux noms de partis. Parce qu'à chaque élection des alliances, 2 partis s'allient, ils créent un nouveau parti. Ils gardent chacun leur parti mais base. Ils créent une nouvelle formation. Voilà. En fait, la liste, c'est plus un nom de liste plutôt qu'un nom de parti. Si la liste explose aux élections, alors là, ça devient un parti. Alors effectivement, très rapidement, on a les partis ultra-orthodoxes, donc on a Chasse pour le côté séfarade. Le séfarade, Mizrahi. Voilà. Il y a Adut Torah pour le côté ashkénaze. Chasse, c'est le parti d'Aryeh Deri, qui est dont le chef spirituel était le Rav Ovadia Yosef. Chasse représente quand même en général 8-9 mandats. Il y a une dimension donc séfarade, religieuse, ultra-orthodoxe et très sociale. Très sociale. Très sociale, ils font énormément de social, ils s'occupent beaucoup des populations pauvres et vraiment ils sont très très présents donc dans le social. Donc ça c'est peut-être un point qui va être déterminant pour ces élections, encore une fois avec tout ce qu'on entend sur la problématique des prix, la pauvreté, l'immobilier. Peut-être qu'il y a une carte à jouer aussi pour ce parti. Alors il y a clairement une carte à jouer, bien que là je vois pas trop où ils vont dans leur campagne. Ils n'ont pas commencé à faire campagne. Ils n'ont pas besoin de s'agiter beaucoup. Les ultra-orthodoxes séfarades votent Chasse. C'est un vote quasi automatique. Oui, ils ont une base, solide. Il y a Adut Torah, on l'a dit, c'est l'équivalent dans le monde ashkénaze. Dans le monde ashkénaze. C'est en ce moment pareil, ils ont des scissions, ils ont des velléités de se séparer, de faire 2 listes. Mais bon, à mon avis, ils feront liste, ils resteront tels qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils savent très bien que séparés, ils risquent de ne pas dépasser le seuil et aussi de pénaliser une coalition de droite. Et puis on peut terminer cet inventaire, comme tu l'as dit, par les nouvelles formations qui ont vu le jour là ces dernières semaines. Alors, on peut parler d'Yamina, Naftali Bennett et Ayelet Shaked. Yamina a disparu presque en même temps que son chef du paysage politique israélien. Donc voilà, Naftali Bennett avait annoncé en même temps que sa démission, enfin quelques jours après, son retrait de la vie politique, en tout cas pour ses prochaines élections. Après, la politique, on sait jamais ici. Donc il a laissé un parti vraiment moribond, où tous les rats quittaient le navire, à cette pauvre Ayelet Shaked qui essaye de voir comment elle va pouvoir s'en sortir et passer le seuil d'éligibilité, car actuellement elle est donnée
en dessous du seuil dans tous les sondages et dans toutes les configurations. Donc 0 député. Et puis on a Gideon Sa'ar et Benny Gantz. Alors Benny Gantz qui a très très bien joué, depuis que, enfin en tout cas qui a sorti son épingle du jeu dans cette coalition qui a pris fin au mois de juin. Il a été considéré comme étant pas mauvais dans son rôle de ministre de la Défense. Et il s'est allié pour essayer d'avoir plus de poids avec Gideon Sa'ar, Tikva Hadasha, un ancien du Likoud, donc un ancien de la droite, qui lui est dans le tout sauf Bibi à fond. Ils ont été rejoints dans leur nouvelle formation par Gadi Eisenkot, ancien Ramatkal, chef d'état-major, qui aussi voudrait se faire une petite place au soleil de la politique israélienne. Et donc, ensemble, ils ont formé ce qu'ils ont appelé un Machane Mamlarti, ce qu'on pourrait traduire par le camp républicain, voilà, plus ou moins. Benny Gantz se rêve déjà, alors leur parti, alors malgré les différentes alliances, etc., ils décollent pas dans les sondages, ils sont entre 10 et 12 selon les jours. Mais Benny Gantz se rêve déjà Premier ministre. Il compte sur la jurisprudence Naftali Bennett. J'allais te dire, Naftali Bennett avec 6 députés a fini Premier ministre. Donc, écoute, Yair Lapid, clairement, exactement. Yair Lapid, clairement, sera dans le match contre Bibi Netanyahou, mais il ne pourra pas former de coalition si il n'a pas tous les anti-Netanyahou réunis autour de lui. Et pourquoi pas une négociation, c'est ça ou rien. Benny Gantz, Premier ministre, en rotation, comme ils ont fait là, et en première place, parce que sinon, il lâchera l'affaire et il l'empêchera de faire sa coalition. Voilà, Jérôme, on a fait un tour plus ou moins complet de tous les partis en liste pour ces premières élections. Voilà, j'ai envie, d'abord je te remercie. Merci. Pour tout le côté historique. Et puis, j'espère qu'on aura pu éclairer nos téléspectateurs. J'espère que vous, chez vous, ça vous a un petit peu, apporté quelques éléments de réponse à toutes les questions que vous pouvez avoir et que vous pourrez, comme ça, le 1er novembre prochain, voter en conscience. En tout cas, quel que soit le parti qui vous attire le plus, pour lequel vous souhaitez voter, allez-y. Rendez-vous aux urnes. Chaque voix compte, comme on l'a vu dans le système israélien. Chaque voix compte. Et j'espère que vous utiliserez ce droit démocratique qu'on a, cette chance qu'on a de vivre ici en Israël en démocratie et de voter aussi souvent. Voilà, merci Galit. Merci à toi. Puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Ouais. À très bientôt à vous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt avec un nouvel Entre nous soit dit, avec des nouveaux invités, des nouveaux sujets. À très vite sur Tandem. Au revoir.